BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommeres. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce futur qui se construit au jour le jour, des contemporains du futur. Nos NFT, rien qu'à nous, les pros des cryptos, sont au rendez-vous du vendredi. Ils viennent de nous rejoindre. Claire Balva, VP Stratégie pour The Block. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et Thibaut Boutroux, depuis sa Moselle, qu'il adore, l'un des dirigeants de Meria avec nous également aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir les grandes actualités de la semaine. Ça a été une semaine extrêmement dense, riche et instructive pour l'avenir de l'écosystème crypto. Mais d'abord, le potentiel technique des cours sur le Bitcoin, notamment Gilles Santacreux est avec nous pour boursicoté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment vous le sentez là? Alors, le Bitcoin, l'écosystème crypto a beaucoup évolué ces dernières années au gré aussi des vicissitudes d'Elon Musk. C'est pas le roi de la tendance, mais quand même, il participe à nourrir l'actualité. Là, il y a un vrai divorce avec perte et fracas entre Elon Musk et Donald Trump. Le côté tech de l'administration de Trump pourrait-il être revu et révisé? C'est une question qui peut se poser. Comment Bitcoin, en tout cas, encaisse-t-il et comment voyez-vous son potentiel technique, Gilles? Alors, sur l'ensemble de la sphère crypto, on a eu quand même, ça a jeté un froid, le divorce avec perte et fracas entre Elon Musk et Donald Trump. On a vu un grand nombre de cryptos avoir une baisse assez prononcée hier jusqu'à 22 heures. Alors, concernant le Bitcoin et d'un point de vue technique, on est venu tester une zone de support identifiée à $102 000 pour un Bitcoin. Aujourd'hui, on tente un rebond. D'ailleurs, parmi les cryptos, le Bitcoin est celui qui rebondit le mieux. Alors, c'est alimenté en cela par une rumeur selon laquelle Donald Trump essaierait de faire émerger un ETF, dont je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est Bitcoin ETF Truth Social, quelque chose comme ça. Et il y a clairement un conflit d'intérêts, mais ça indique que je dirais l'intérêt reste au niveau du Bitcoin. Donc Bitcoin remonte un petit peu plus rapidement. Par contre, sur d'autres comme le Ripple, l'Ethereum, qui avait une bonne dynamique depuis quelques jours, on a du mal à se relever un petit peu de cette nervosité que nous avons connue hier. Donc, on n'a pas enfoncé des supports majeurs. On n'est pas encore dans un bear market au niveau des cryptos. Mais il va falloir faire attention parce qu'on a vu ces derniers jours que l'incertitude pesait sur l'ensemble des cryptos et les événements d'hier n'ont pas été dans le bon sens. Donc, on va surveiller, notamment sur l'Ethereum, un éventuel franchissement de la zone des $2450 qui pourrait nous donner un signal baissier assez important sur l'Ether. Merci beaucoup. Gilles Santacreux avec nous depuis boursicoté.com. Ouais, ce divorce vraiment impressionnant avec perte et fracas entre Donald Trump et Elon Musk. Après, la fibre crypto de Donald Trump, c'est pas forcément Elon Musk qui la lui a apporté, mais ses fils. On en parlera, le rôle des fils de Donald Trump dans la conversion crypto de Donald Trump. Et puis, il s'est entouré à la Maison-Blanche même. Il y a un conseiller crypto désormais bien installé. Qu'Elon Musk s'en aille ou pas, il est là et il a campé son bureau au cœur de la Maison-Blanche. On en parlera. L'actualité a été donc riche cette semaine. On évoquera surtout le pas important de JP Morgan. JP Morgan accepte désormais le Bitcoin en collatéral, c'est-à-dire qu'il acceptera que les clients auxquels il prête lui apportent en garantie du Bitcoin. Une façon de reconnaître le Bitcoin assez spectaculaire et c'est sans doute un tournant. Nos pros vont en parler. On parlera aussi des stablecoins et Circle qui réussit. Waouh, ça a été spectaculaire. Même son introduction en bourse était hier. Le titre a pris plus de 100%. Allez, pour sa première journée, ça n'arrive pas à toutes les introductions en bourse. Les stablecoins s'offrent ainsi une place au soleil sur les marchés traditionnels. Et puis on parlera quand même aussi du PSG et de son coming out. Tiens, sur les cryptos, le premier club au monde à franchir le pas en intégrant le Bitcoin à sa trésorerie. Ceci dit, Standard Chartered dit que les entreprises qui intègrent les cryptos dans leur trésorerie prennent des risques et on en parlera également. Votre machine à concentrer l'essentiel s'enclenche. Les pros des cryptos, comme chaque vendredi, à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Claire Balva pour The Block nous accompagne donc. Ça va Claire? Ça va, merci. On est ravis de vous retrouver. Thibaut Boutroux, tout va bien Thibaut? Vous êtes debout? Impeccable. Sur pied? C'est le cas de le dire? Non, il est sur un pied. Sur un pied, il s'est Qu'est-ce qui vous arrive au genou là Thibaut? Ça fait mal? Une rupture des ligaments croisés. Carrière de football terminée, je ne pourrais pas faire la prochaine saison du PSG. Il est bon. Bon, on vous souhaite un super rétablissement et bonne chance surtout pour la rééducation de votre genou, Thibaut. Un pas important de plus pour l'intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle, c'est le coup de tonnerre mais positif d'hier. JP Morgan a annoncé que lorsqu'ils prêteraient de l'argent à leurs clients chez JP Morgan, ils accepteraient désormais les Bitcoins en
collatéral. Pourquoi c'est si important, Claire ? Parce qu'il y a une énorme demande pour ce type de service. On appelle ça du crédit lombard, c'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent, vous allez mettre certains actifs en collatéral, en hypothèque en quelque sorte, mais généralement ça se fait plutôt pour des actifs immobiliers ou pour des actions. Et le fait que JP Morgan accepte le Bitcoin en collatéral, ça renforce l'image de Bitcoin comme d'un actif sérieux et suffisamment peu volatile pour pouvoir être accepté en collatéral. Il y a une grosse demande pour ce type de service aux États-Unis, mais aussi en Europe, pour plein de raisons, mais principalement parce que les investisseurs n'ont pas envie de devoir vendre leur Bitcoin pour récupérer des liquidités pour emprunter. Ça permet notamment en Europe, par exemple, d'éviter une fiscalité qui pourrait être peu avantageuse quand vous avez fait des plus-values en Bitcoin. Donc il y a une grosse demande. Maintenant, quand on regarde un peu dans le détail ce que JP Morgan propose, c'est pas vraiment le Bitcoin lui-même qu'ils acceptent en collatéral, ce sont des ETF Bitcoin. Donc c'est quand même un petit détail qui change la donne. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons à la fois techniques et réglementaires qui expliquent ce choix. Ils précisent quand même qu'ils considéreront aussi les autres crypto-monnaies dans la valeur des actifs de leurs clients. Donc elles ne seront pas considérées comme mises en collatéral, mais ça les aidera à savoir combien leurs clients peuvent emprunter parce qu'ils considèrent ça comme de la trésorerie. Oui, JP Morgan, il propose des ETF Bitcoin, parce qu'ils vont accepter les ETF Bitcoin en collatéral, ils accepteront aussi les ETF Bitcoin des autres, de leurs concurrents comme collatéral. Ça peut être une question aussi. C'est possible, hein. Pour l'instant, ils sont positionnés surtout sur les ETF de BlackRock, mais théoriquement, ils pourraient accepter les autres ETF. Ouais, est-ce qu'on peut imaginer que cette mesure participe à justement, on va dire, ancrer le Bitcoin, mais le stabiliser surtout. Voilà, on a un pas de plus là, de la finance traditionnelle sur le Bitcoin. Est-ce que vous pensez que Bitcoin en collatéral, ça participera à le stabiliser davantage encore dans la durée ? En stabiliser court, hein, c'est du court que je parle. Oui, c'est probable parce qu'effectivement, ça veut dire que les investisseurs pourront se servir de leur Bitcoin comme collatéral et donc ça leur évitera de vendre ces Bitcoins. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand on met du Bitcoin en collatéral, ce que ça veut dire aussi, c'est que si le cours du Bitcoin chute brutalement, ça peut poser un certain nombre de problèmes, des liquidations, etc. Oui. Donc, ce n'est pas exempt de risque non plus. Et vous savez, on a une émission sur BFM Business qui s'appelle BFM Bourse où pour le coup, tous les jours, 15h30, 18h, on reçoit les acteurs, eux, de la finance traditionnelle. On les interrogeait là-dessus hier et eux nous disaient le Bitcoin en collatéral, attention, ça va introduire un risque financier à nouveau, le retour d'un risque financier. Bon, on reviendra sur le potentiel du Bitcoin dans la suite des pros des cryptos, mais les cryptos attirent aussi les particuliers par leur rendement à travers le stacking. Eh bien, le stacking a peut-être de meilleurs jours devant lui aux États-Unis. La SEC, le gendarme des marchés, a décidé de ne pas réclamer d'enregistrement pour les activités de stacking. Vous allez nous dire en quoi c'est important, mais d'abord Thibaut, c'est quoi le stacking et en quoi cette décision de la SEC est peut-être elle aussi un tournant ? Alors, pour faire simple, le stacking, globalement, c'est l'activité qui consiste à immobiliser une partie de ces cryptos pour participer à la sécurité d'une blockchain, d'un réseau. Et en contrepartie, en fait, on va toucher des intérêts dans la dite crypto. Donc, ça permet effectivement de générer un revenu supplémentaire sur ces cryptos. Donc, quand on parle de détention à long terme ou quand on a des volumes importants de crypto, forcément, cet alpha supplémentaire qu'on peut générer, il est hyper important. Il y a un potentiel aussi côté finance traditionnelle parce que justement, ça permet de booster ses performances quand on est sur un marché haussier et ça permet aussi d'amortir un peu la chute quand on est sur un marché baissier. Et effectivement, historiquement, la SEC avait une approche qui était plutôt négative sur ce sujet-là. Elle avait même d'ailleurs contraint certains acteurs à restreindre leurs services sur les sujets de stacking. On pense à Coinbase qui avait dû arrêter ses produits de stacking il y a quelques années. Et donc là, en revenant avec cette nouvelle politique, ça va permettre aux acteurs en place d'ouvrir de nouveaux produits. Ça va permettre aussi d'ouvrir la porte à quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment, c'est tout ce qui est autour de l'intégration du stacking dans les ETF. Donc, il y a pas mal d'intérêts. Ça rapporte de la stabilité aux plateformes parce que le fait de devoir arrêter le stacking, c'était un manque à gagner pour les plateformes et c'était aussi une perte de fidélisation ou de rétention pour les clients parce que les clients qui voulaient faire du rendement, ils ne pouvaient plus forcément le faire sur les plateformes régulées. C'était un risque aussi parce que et c'est un peu le même parallèle qu'on voit en Europe en ce moment. Quand on voit aujourd'hui les plateformes régulées qui n'ont plus le droit de faire de rendement sur les stablecoins en Europe, le constat qu'on voit, c'est que les utilisateurs continuent à vouloir ce genre de service et donc ils vont se servir ailleurs, soit vers des plateformes qui ne sont pas régulées, soit dans l'environnement qui a de la DeFi. Donc il y a des inconvénients à restreindre trop ce genre de service. Donc c'est un pas de plus vers la SEC qui n'a pas été non plus salué de tous, parce que l'ancienne administration avait restreint ses services. Et donc, quand elle voit que la nouvelle administration fait marche arrière, forcément, ça a valu aussi quelques critiques d'anciens membres de la Chambre.
Donc à voir comment ça évolue, on va encore avoir certains débats, mais c'est une belle victoire pour l'écosystème. Oui, et on voit que les États-Unis veulent manifestement continuer de dérouler le tapis rouge aux cryptos. Donald Trump est en train de faire gagner des années à cet écosystème crypto. Mais c'est pas grâce à lui tout ça. En fait, non, c'est grâce à ses fils. Ils ont récemment, Claire, les fils de Donald Trump, expliqué comment ils ont réussi à convertir leur père aux cryptos. Oui, alors, ce ne sont pas exactement eux tout seuls qui ont convaincu leur père, mais ce qu'ils expliquent, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça rejoint la raison pour laquelle de nombreuses personnes se laissent convaincre aussi par les cryptos. En fait, ils ont vécu, ces fils et Donald Trump, ce qu'on appelle un phénomène de débancarisation après la dernière présidence, c'est-à-dire qu'une fois que Donald Trump n'a pas été réélu et a été aussi vilipendé, il faut le dire, aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des services bancaires. Je pense qu'ils ont été chassés de leurs banques habituelles. Et ça les a poussés tout simplement dans les bras de la crypto parce qu'ils se sont dit il faut trouver des alternatives. Finalement, notre système bancaire n'est pas si robuste que ça, pas si ouvert que ça, puisque visiblement, on n'arrive plus à avoir des comptes en banque. Et c'est ça qui les a vraiment convaincus de la nécessité d'aller sur la crypto. Ensuite, bien sûr, je pense qu'ils ont dû discuter avec leur père de l'opportunité business d'aller dans ce secteur et des rendements qui étaient possibles. Mais je pense que la valeur ajoutée du monde crypto, elle a d'abord été prouvée grâce ou à cause de ce que le monde bancaire a fait à la famille Trump. Ouais. Et ça a frappé effectivement aussi l'écosystème de voir ce qu'il y a, et c'est ce que vous soulignez et mettez en avant, ce qui a véritablement motivé la famille Trump à se tourner du côté des cryptos. Alors on verra quelles seront les prochaines décisions aux États-Unis en matière de crypto. En attendant, la prochaine à prendre des décisions importantes, c'est la Corée du Sud qui figurez-vous, épouse à son tour le Bitcoin. Corée du Sud, acceptez-vous de prendre Bitcoin pour époux ? Oui, je le veux. C'est ça qui est en train de se passer là, les amis. Le nouveau président sud-coréen, élu cette semaine, est un pro-crypto. La Corée du Sud va épouser Bitcoin. En tout cas, il envisage, le nouveau président, d'ouvrir le pays au Bitcoin et au stablecoin, Thibaut. Ouais, tout à fait. Alors après, pour mettre un tout petit peu de nuance, déjà, premièrement, c'est que la Corée du Sud, c'était pas un pays qui était fermé à la crypto. Il y avait déjà pas mal de choses qui ont été mis en place. L'ancien gouvernement avait déjà mis un socle réglementaire qui permettait déjà de faire pas mal de choses. C'est un pays dans lequel l'adoption elle est pas mal avancée aussi. Donc c'est pas surprenant de voir des candidats qui avaient inclus Bitcoin dans leur programme. On parle d'à peu près 15 millions de détenteurs de crypto en Corée, sur un pays qui fait à peu près 50 millions d'habitants. C'est un sujet dont on peut pas vraiment se passer. Donc c'était un sujet qui était inclus au programme des deux candidats. Effectivement, c'est celui qui est étiqueté le plus pro-Bitcoin qui est passé, qui a déroulé en tout cas la feuille de route la plus précise. Ce n'était pas non plus un des grands fers de lance, mais c'était une décennie importante sur la partie économique du programme. Donc on peut s'attendre effectivement à un peu plus de choses sur les stablecoins, notamment la création de leur propre stablecoin. On n'a pas encore trop de détails, mais aussi à l'ouverture de services institutionnels qui n'étaient pas encore forcément trop présents, notamment les ETF ou ce genre de choses. Donc à voir ce que ça va donner. Mais ce que je retiens moi surtout de cette note, c'est qu'on avait deux candidats qui avaient tous les deux la crypto qui était inclus dans leur programme, et que c'est un phénomène qu'on voit se multiplier dans de plus en plus de pays. Et la Corée du Sud est un pays qui a quand même une importance dans l'échiquier, notamment au niveau tech, au niveau mondial. Ils sont très actifs sur les sujets technologiques. Donc leur voix, elle compte aussi sur ces sujets-là. Donc ça va être regardé aussi par d'autres pays. C'est un pays incroyable, la Corée du Sud, qui, il y a 40 ans, était un fabricant, un producteur de matières premières, mais sans valeur ajoutée, et qui depuis est devenu l'un des fleurons tech mondiaux. Absolument incroyable, l'épopée sud-coréenne. Et là, donc, la Corée du Sud semble vouloir se convertir aux cryptos. Et on aura 1000 fois l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Les pros des cryptos, c'est chaque semaine votre machine à condenser l'actualité de la semaine en 20 minutes. Vous n'aimez pas encore la bourse ? Eh bien, vous allez apprendre à l'aimer, parce que les acteurs crypto s'y introduisent. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir de s'introduire sur les marchés financiers traditionnels. Circle, le roi des stablecoins, vient de réaliser une introduction en bourse tonitruante. Ça a été un méga carton hier. Combien d'argent, Claire, a été levé, et pourquoi Circle choisit-il la bourse ? Et oui, c'est plus d'1 milliard de dollars qui ont été levés par Circle, avec une valorisation qui approche les 7 milliards. Donc c'est absolument énorme. Et Circle rejoint ainsi Coinbase, qui s'était déjà introduite en bourse il y a plusieurs années aux États-Unis. Parmi les gros investisseurs dans cette levée, on a bien sûr BlackRock,
qui a acheté 10% des actions. BlackRock, qui connaît déjà bien Circle, puisque ce sont eux qui gèrent le fonds de réserve en USDC. Globalement, ce qu'elle montre, cette levée, cette introduction en bourse, c'est que les stablecoins ont le vent en poupe et qui sont vraiment considérés comme les nouveaux moyens de paiement et même le futur des paiements. Tout ça poussé aussi par une réglementation plutôt favorable et des signaux positifs qui ont été lancés par l'administration Trump depuis le mois de janvier. Spectaculaire introduction en bourse hier, et tout ce qu'on se dit là, le succès de l'IPO de Circle, ça montre l'engouement toujours autour des stablecoins. Mais un ponte de l'économie mondiale, lui, critique les stablecoins. Oh non! Bah si. Prix Nobel d'économie, Paul Krugman, très très respecté le monsieur. Eh bien, Paul Krugman estime, Thibault, que les stablecoins n'ont, je le cite, aucune fonction utile. Ouais, je suis un peu désemparé quand je vois ce genre de témoignage. Je trouve ça surprenant parce que de par la position du personnage, il y a derrière l'économiste toute une rigueur scientifique et de s'appuyer sur de la documentation quand on tient ce genre de propos. Et le fait de tenir ce genre de propos sur les stablecoins, ça veut dire qu'il est pas très renseigné. Donc je ne comprends pas forcément pourquoi il s'exprime sur le sujet. Je ne dis pas qu'il doit forcément être d'accord. Il peut y avoir des oppositions à ce sujet, évidemment, et le débat est ouvert, mais la manière dont ces déclarations ont été formulées, c'était assez tranché et pas forcément renseigné. Aujourd'hui, pour donner un peu de chiffres, le marché des stablecoins, c'est 250 milliards de capitalisation, et sur 2024, c'est 11 000 milliards de dollars de volume de transactions. C'est plus que le réseau Visa et le réseau Mastercard. Ça fait quand même beaucoup de flux pour un réseau qui est qualifié d'inutile. Et on a des exemples qui sont divers et variés sur les transferts internationaux. On a des exemples sur aussi ce que ça apporte dans les pays en inflation comme l'Argentine. C'est tout plein de choses qui sont documentées. Donc, j'ai du mal à comprendre comment ce genre de pensif peut être encore véhiculé, qu'on s'exprime pour le dire et que ce soit aussi repris dans de la presse traditionnelle comme si c'était un garant de vérité parce que c'était une personnalité du monde économique qui tenait ces propos. Donc j'espère que ça fera pas trop de dégâts, mais en tout cas, on voit, on en parlait juste avant, hein, la Corée du Sud y va, Circle vient de faire une introduction en bourse tonitruante, BlackRock est dans ce sujet, Bank of America est en train de se lancer, Visa, Mastercard sont sur ce sujet et misent gros sur ça, donc c'est quand même assez délicat de dire que c'est un sujet qui est inutile. Ouais, alors c'est pas n'importe quel prix Nobel d'économie, Paul Krugman, c'est l'un des faiseurs d'opinion. Et alors vous dites, Thibault, bon, il est peut-être un petit peu à côté de la plaque parce que les flux sur les stablecoins deviennent impressionnants. J'ai envie de dire, Claire, oui, mais enfin, il y a beaucoup de flux de vidéos de chatons aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est pas pour autant que ça rend ces vidéos utiles. Enfin, vous estimez qu'il a fondamentalement tort, Paul Krugman, en estimant qu'il n'y a pas d'utilité aux stablecoins? Thibault l'a dit, je pense que Paul Krugman, il est simplement pas très renseigné sur le sujet. Il n'a pas creusé techniquement ce qu'apportent les stablecoins par rapport aux monnaies classiques. Et Paul Krugman, il se dit simplement, on a une monnaie qui fonctionne bien, on a un euro qui fonctionne bien, donc pourquoi est-ce qu'on irait regarder ce qui se passe ailleurs? Et donc, pour moi, la raison qui explique pourquoi on a encore ce genre d'opinion aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ça ne coûte rien de s'exprimer en disant que les stablecoins ou les cryptos ne servent à rien. Parce qu'on a encore aujourd'hui un secteur qui n'a pas très bonne réputation. Donc finalement, quand vous êtes économiste et que vous n'êtes que moyennement renseigné, faire un papier pour dire ça ne sert à rien, finalement, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Vous ne risquez pas grand-chose. En revanche, dire c'est hyper intéressant, ça... Déjà, c'est un petit peu plus risqué. Mais on voit quand même que c'est en train de changer. J'ai lu il y a quelques semaines une tribune de Jacques Attali, par exemple, dans Les Échos, sur le sujet des stablecoins, il était assez ouvert sur le sujet, il trouvait ça intéressant, il disait qu'il fallait aller regarder ce que proposaient les stablecoins. Et donc, on voit que ce sujet-là commence, je dirais, à convaincre certaines personnalités qui ne sont pas des crypto-fans et qui s'intéressent sincèrement à l'avenir de la monnaie. Et donc, il ne faut pas, je dirais, rester arc-bouté sur la mauvaise réputation du secteur crypto. Et il faut quand même s'intéresser à ce qu'apportent les stablecoins en termes de programmabilité et de transparence. Le risque pour les cryptos, en fait, c'est peut-être que le sujet se politise. C'est-à-dire qu'il est tellement porté par l'administration Trump qu'il risque d'y avoir une forme de polarisation et finalement une image un peu politique de tout cet écosystème. Le risque, c'est que ça se politise alors que c'est un enjeu économique, un enjeu monétaire. Mais le risque, c'est que ça devienne un sujet d'abord politique. Bien sûr, c'est déjà le cas, en fait. Le sujet a été récupéré politiquement
particulièrement par l'administration Trump, mais ça pourrait aussi arriver d'ailleurs chez nous en Europe, que le sujet soit récupéré politiquement par certains camps. Et le risque, effectivement, c'est celui d'un clivage et que le sujet soit politisé, qu'il y ait des pour d'un côté, des anti de l'autre. Alors qu'il dépasse ces clivages. Et c'est extrêmement important de prendre conscience que ce sujet, c'est aussi un sujet de souveraineté et que si on le loupe aujourd'hui pour des questions de clivage politique, on se tire une balle dans le pied pour demain. Les cryptos posent des enjeux de stabilité financière, des enjeux géopolitiques. On vous en parle chaque semaine dans les pros des cryptos. Et alors, figurez-vous que le Pakistan, Claire, compte créer sa propre réserve stratégique de Bitcoin et aussi miner des Bitcoins qui inquiètent le FMI en l'occurrence. Oui, en fait, ils veulent se placer sur le sujet, sur l'industrie des actifs numériques pour attirer chez eux des entrepreneurs, pour créer de l'emploi, pour faire de la croissance, etc. Donc, ils vont créer un organe de régulation dédié sur le sujet des actifs numériques. Ils vont essayer de favoriser le développement du secteur. Et effectivement, ils parlent de 2000 mégawatts qu'ils réserveraient pour l'industrie du minage via de l'électricité en surplus. Et donc ça, c'est vrai que ça inquiète le FMI, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments sur ce qui inquiète le FMI ici. Le FMI parle effectivement de l'énergie qui pourrait être utilisée ailleurs, etc. On sent surtout que le FMI n'apprécie pas trop quand un pays parie sur l'industrie des cryptos. On l'avait vu avec le Salvador également d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Les entreprises aussi sont de plus en plus bullish. Il n'y a pas que les États de plus en plus bullish sur Bitcoin. C'est vous, Claire ? Ça, c'est vous. Je vous ai entendu klaxonner l'autre soir après la victoire du PSG. Je reconnais votre klaxon. Bien sûr, toujours. Ah, c'est le vôtre, celui-là. Les entreprises, donc on le disait, sont de plus en plus bullish elles aussi sur Bitcoin et le Paris Saint-Germain fait partie de ces entreprises bullish puisque le PSG a converti une partie de sa trésorerie en Bitcoin, ce qui fait du PSG, Thibaut, le premier club au monde à intégrer Bitcoin. Ouais, on a deux tendances qui sont en train d'émerger. On a la première qui est un peu portée par MicroStrategy, c'est ce qu'on appelle les Bitcoin Treasury maintenant, les Bitcoin Treasury Company, où là, ça consiste simplement à shifter totalement le business model sur l'achat et sur la détention de Bitcoin. Donc MicroStrategy est l'entreprise star du secteur, mais on voit que ça se répand un petit peu partout. On a son pendant en France qui est The Blockchain Group. On voit aussi que ça se répand sur d'autres cryptos. En France, on a eu entreparticulier.com qui a récemment annoncé qu'ils allaient shifter sur un modèle de trésorerie Ether. On en a qui le font sur Solana aussi. Donc ça, c'est la première typologie d'entreprise qui est en train de se tourner vers Bitcoin. Et puis on en a une autre qui est de manière un peu plus étalée et un peu plus modérée, on va dire, où c'est de plus en plus d'entreprises qui décident finalement d'intégrer une ligne de Bitcoin dans leur trésorerie, dans leur compte. Et c'est dans cette catégorie qu'on va ranger le PSG, qui devient effectivement le premier club. Alors, le premier club de cette stature, parce qu'en réalité, des plus petits clubs qui le font, et nous, je le vois avec Maria, on a des plus petits clubs qui ont déjà franchi le pas, alors avec des montants qui sont évidemment moindres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit une demande de plus en plus généralisée de tout secteur d'activité, de toute taille, d'entreprises qui se disent pourquoi pas finalement avoir un petit peu de Bitcoin aujourd'hui avec mon excédent de trésorerie. Et ça, c'est une tendance qui émerge et qui est relativement récente. Et au fur et à mesure que Bitcoin s'institutionnalise, on voit que ça devient un sujet de plus en plus crédible auprès des chefs d'entreprise. Oui. Vous me disiez hors antenne, Thibaut, dans les petits clubs que vous répertoriez, dans les petits clubs, il y a l'OM aussi. Hein. Il fait partie de votre liste des petits clubs chez Meria. J'aimerais bien. S'ils sont ouverts à la discussion, on peut s'en parler. Bon, le PSG se met au Bitcoin, l'intègre désormais dans sa trésorerie. Mais enfin, souffrez l'un et l'autre que tout soit pas parfait ni rose dans cet écosystème. Même Bitcoin n'est pas parfait, je suis désolé de vous le dire. Chaque semaine, on s'extasie devant toutes ces entreprises qui souhaitent en mettre du Bitcoin en trésorerie. Eh ben, ça les met en risque. C'est Standard Chartered qui le dit. Standard Chartered qui pourtant n'est pas anti-crypto. Danger pour ces entreprises qui intègrent le Bitcoin en trésorerie. Si le Bitcoin, d'après Standard Chartered, passe sous 90 000 $, ben, ça les mettrait clair en difficulté. Oui, forcément. Alors, ça paraît être une évidence. Hein. C'est dire que si Bitcoin baisse, les entreprises qui détiennent beaucoup de Bitcoin sont en danger. C'est comme dire que le feu brûle et l'eau ça mouille. Mais ceci dit, je comprends pourquoi ils le rappellent. Parce que c'est vrai que dans cette période où les cours montent, on a beaucoup d'entreprises qui se disent qu'elles vont investir dans Bitcoin, pas simplement parce qu'elles croient que ça va monter, mais aussi parce qu'il y a un effet de mode et qu'elles sentent que d'un point de vue communication, ça va les aider, ça va montrer qu'elles sont innovantes. Et je pense qu'il faut vraiment rester mesuré dans ces moments-là, parce que ces moments de bull run où les cours montent, c'est aussi des moments d'euphorie où les entreprises elles-mêmes parfois surinvestissent un peu le sujet crypto.
Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre du Bitcoin dans sa trésorerie. Je pense que c'est très intéressant. Mais voilà, attention à le faire pour les bonnes raisons et dans les bonnes proportions. Et ceux qui s'y prennent sans doute le mieux, c'est Strategy, MicroStrategy, qui n'a pas attendu d'être en haut du pic du bull run pour investir. Ils le font très, très régulièrement et ils lissent leurs investissements. Et c'est d'ailleurs ce que pointe Standard Chartered, c'est de dire Strategy, ça leur a réussi parce qu'ils l'ont fait aussi à contre-cycle. C'est ça. Les entreprises qui investissent aujourd'hui, elles ont un prix moyen d'achat qui est nettement supérieur à celui de MicroStrategy. Exactement. Et c'est Warren Buffett, le gourou des marchés financiers, qui dit qu'il faut savoir investir au moment où plus personne n'y croit. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au moment où tout va très très bien, où les cours sont au plus haut qu'il faut investir. C'est souvent au contraire quand plus personne ne parle de l'actif que on retrouve des points d'entrée. Et c'est effectivement, Strategy avait commencé à investir à contre-cycle. La finance traditionnelle aussi se transforme. Les banques, mesdames, messieurs, vont-elles disparaître? C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose cette question embarrassante à nos experts. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts à répondre? Prêt. Voici la question de la semaine, vous l'aurez voulu. Les agences bancaires se raréfient du fait de la numérisation des services, bien sûr. Est-ce que la finance décentralisée va faire disparaître votre banquier? Oui ou non? Vous pouvez tous participer sur notre fil X BFM Crypto, bien évidemment, vous êtes déjà nombreux à le faire depuis ce matin. Claire, la finance décentralisée menace-t-elle les banques? Oui, mais elle ne va pas faire disparaître le banquier. Thibaut? Oui, mais elle ne va pas faire disparaître le banquier. Trop facile, d'accord. C'est Thibaut qui est copié dessus. Attendez, elle va faire disparaître la banque, mais pas le banquier, là, je ne comprends pas. Non, elle menace les banques aujourd'hui, telles que dans la manière dont les banques sont structurées, dans la manière dont elles existent. Mais je pense que le conseiller bancaire, et voilà, avoir un humain qui vous répond derrière un service bancaire, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit amené à complètement disparaître. D'accord. Thibaut? Non, en fait, elles vont menacer les banques qui refusent de s'adapter, comme tout cycle ou toute innovation technologique. Si certaines banques se refusent, comme toutes celles qui ont refusé de prendre à un moment donné le virage du numérique, d'Internet et du digital, si elles refusent et qu'elles restent totalement fermées à ce que la blockchain et les cryptos peuvent leur apporter, naturellement qu'à un moment donné, elles vont être en difficulté. Mais la réalité, c'est qu'on le voit, que ce soit affiché publiquement ou que ce soit en coulisses, toutes les banques aujourd'hui ont à peu près conscience de cette réalité, même si tous les représentants des banques ne l'affichent pas publiquement. En coulisses, ça s'active, ça travaille, ça réfléchit sur de nombreux sujets. Ça ne veut pas forcément dire juste proposer du Bitcoin à ses clients, ça peut s'interpréter de plein de manières différentes, mais aujourd'hui, on voit que quand même le sujet blockchain crypto est quand même pris très largement au sérieux dans les banques. Oui, les banques prennent les devants. On a par exemple Groupe PCE qui, à travers sa filiale Exarch, va permettre à ses clients d'acheter, vendre ou stocker des cryptos. On a Société Générale à travers Forge qui a lancé son stablecoin euro. Donc les banques comptent être présentes dans ce monde du futur, le monde qui sera aussi fait de finances décentralisées, mais on est en face des fintechs et des plateformes crypto aussi qui avancent, qui veulent proposer des services aujourd'hui essentiellement tenus par les banques traditionnelles. Est-ce qu'en 2040, est-ce que dans 15 ans, les plateformes crypto et fintech occuperont la place des banques? Claire? Je pense qu'elles occuperont une partie de la place des banques. L'analogie que moi je fais souvent, c'est ce qui s'est passé avec les médias et avec Internet. Internet n'a pas fait disparaître les médias. Il a porté un coup très très dur aux médias traditionnels, surtout ceux qui n'ont pas su s'adapter. Et il a fait émerger tout un tas d'autres médias. Et moi je vois à peu près ça de la même manière avec le monde crypto. C'est-à-dire que les banques vont, je pense, prendre un coup assez dur. Certaines vont savoir s'adapter, d'autres pas. Et puis on va voir émerger beaucoup de nouveaux acteurs dans ce monde-là. C'est ça. Et puis alors aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui commence à faire mal aux moteurs de recherche. Toujours le disrupteur disrupté à la fin. Merci à nos pros des cryptos. On va regarder vos réponses quand même sur notre fil XBFM Crypto. Est-ce que les banques vont disparaître du fait de la finance décentralisée, le métier de banquier? Vous êtes 70% à dire oui. Voilà. Et vous étiez nombreux à participer. Laissez-nous aussi vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine de rebondir dessus. Merci à nos deux pros des cryptos de la semaine. Claire Balva, VP Stratégie de Debloc. Merci Claire. Merci. Et merci à Thibaut Boutroux. Bonne rééducation du genou, Thibaut. On compatit véritablement. Merci beaucoup. Thibaut Boutroux depuis les bureaux de Meria. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, l'épisode est disponible aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.